Le programme bien-être, en fait, il s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet 2020 de la région Centre-Val de Loire, prévention et promotion de la santé. Donc de ce fait, on a élaboré en fait, un programme de prévention à distance, donc via le robot QT que Claire présentera tout à l'heure, qui est sur la photo derrière Claire d'ailleurs. Ce programme, en fait, il était à destination de 3 publics différents. Donc, les personnes âgées qui vivent à domicile, qui vont être suivies par un SIAD, donc SIAD de Vive 3 Centre-Val de Loire, que ce soit sur le 37 ou le 45. Les personnes âgées en résidence autonomie et des personnes âgées en EHPAD. Cette expérimentation, elle s'inscrit dans notre axe 1 de recherche, le maintien et le développement de l'autonomie de la personne âgée. Et l'objectif, c'était de répondre à 4 enjeux. Donc le premier, c'était de développer un programme à distance qui est accessible à la personne âgée, de favoriser le maintien de l'autonomie pour les personnes âgées, donc autour de 3 thématiques que sont la nutrition, l'activité physique adaptée, le lien social et la culture. Un point très important, c'était d'amorcer une démarche de coordination entre professionnels de Vive 3 Centre-Val de Loire. Et un de nos derniers enjeux, c'était de favoriser l'appropriation des nouvelles technologies pour apporter en fait une meilleure réponse en termes d'accès au territoire, d'inclusion. Concernant la mise en œuvre en fait, du programme, donc la première étape, ça a été de mobiliser les professionnels donc via une campagne de communication interne, puisque l'idée, en fait, c'était de les inciter à candidater pour participer au programme, pour construire des contenus et puis pour élaborer donc 3 groupes projets. Les directions des établissements aussi ont été fortement sensibilisées. Et la mobilisation des structures aussi concernant cet appel à projet a été très importante, puisqu'en fait, on les avait pré-identifiées pour diverses raisons, par exemple parce qu'elles avaient déjà le robot QT ou elles exprimaient une forte appétence pour les nouvelles technologies. Mais il y a également un EHPAD qui nous a rejoint en cours d'expérimentation, donc l'EHPAD de la Vasselière que représente aujourd'hui Lauriane, puisqu'effectivement, nous avons 2 professionnels de la Vasselière, donc Mathilde Nizou, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est psychologue, et Lauriane, qui est animatrice, qui font partie du projet et qui ont souhaité qu'on installe le robot QT dans leur établissement. On a également sollicité des partenaires extérieurs, donc à l'image du Musée des Beaux-Arts de Tours. Donc Marie Arnold devait être présente aujourd'hui, donc nous l'excusons parce qu'elle a des soucis de santé. Donc on a un partenariat au sein de Vive 3 Centre-Val de Loire depuis de nombreuses années avec ce musée. Et en fait, on s'est rencontrés un jour en exprimant les contraintes qu'on avait des 2 côtés. Donc nous, ce qui était compliqué pour Vive 3 Centre-Val de Loire, c'était de pérenniser en fait, des animations en période de pandémie. Et eux, ils avaient cette difficulté en fait, à recréer le lien avec nos structures. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de faire ce partenariat en digitalisant en fait, toutes ces visites qu'elle fait normalement en présentiel pour les adapter sur le robot QT. Et pour cela, on a eu un fort soutien aussi de jeunes en service civique que je tiens à saluer, dont Léa qui est présente aujourd'hui. En fait, en parallèle de toute cette mobilisation de professionnels, de structures, de partenaires extérieurs, on a également réalisé des séances tests auprès de résidents de nos structures, afin en fait, qu'ils nous remontent leurs souhaits en termes de contenu, et également, par exemple, tout ce qui était contraintes techniques. Est-ce que le son était suffisamment fort? Est-ce que l'image était suffisamment de bonne qualité? Ensuite, donc, en fait, les contenus du programme ont été travaillés par les professionnels de Vive 3 Centre-Val de Loire. Et la psychologue, donc Mathilde Nizou, a élaboré des grilles de suivi en fait, pour voir en fait, l'évolution, ce qu'apportait en fait, le programme bien-être aux résidents qui bénéficiaient de ce programme. Donc globalement, il a embarqué plusieurs types d'acteurs, donc des partenaires extérieurs, mais donc une psychologue, une animatrice, une professeure en activité physique adaptée, une diététicienne, ainsi que des aides-soignants et des infirmiers qui ont participé au groupe de travail. Le challenge, en fait, pour nous, c'était vraiment de savoir comment on pouvait mettre en dialogue et en travail des professionnels dont les grilles de lecture et de compréhension sont complètement différentes. Donc effectivement, comme ça a été dit plutôt dans une table, ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui sont d'établissements souvent différents et des métiers qui ne collaborent pas forcément.
La quatrième étape, en fait, pour le programme bien-être, ça a été tout ce qui a été installation des robots. Donc certains, comme je disais tout à l'heure, étaient déjà installés au sein des établissements. Mais on a eu un travail tout particulier avec les SIAD, puisqu'on a rencontré les équipes qui nous ont... Donc c'est eux qui ont sélectionné en fait, les patients qui ont participé à l'expérimentation. Et grâce à eux, on a pu déjà identifier quels étaient les éléments à prendre en compte pour une implémentation réussie. Donc par exemple, il y avait la nécessité d'avoir un aidant proche qui pouvait aussi prendre en charge l'utilisation du robot. Et ensuite, donc, s'en est venue l'étape 5. Donc, une fois par semaine, en fait, les bénéficiaires du programme ont suivi une séance de prévention, donc soit autour de la nutrition, de l'activité physique adaptée ou bien du lien social. Donc, c'était soit en fait des quiz, des lives ou des vidéos qui ont été enregistrées. Et à la fin de chaque séance, donc, les professionnels devaient remplir une grille de suivi afin que la psychologue s'en empare pour la dernière étape, réaliser le bilan en lien avec le sociologue, Jean-Philippe Fouquet, à qui je laisse la parole. Alors, très rapidement, puisque l'idée, c'est beaucoup plus que nous soyons dans cette table sur un temps d'échange. Vous avez vu que Clarisse vous a présenté de manière très générale quels étaient les objectifs, l'origine même de ce projet Programme Bien-être, comment on voit déjà poindre un certain nombre de questions sur la mobilisation. Donc là, vraiment, en quelques minutes, il s'agit de rappeler quels étaient les objectifs, mais cette fois d'un point de vue de la recherche. Donc en fait, on les a rassemblés en 3 catégories qui effectivement mériterait d'être explosée à un moment ou à un autre. Une qui finalement transparaît dans les différentes tables, même si on ne s'y est pas forcément arrêté longuement, c'est la question des modalités d'embarquement et d'implication des professionnels. Alors là, dans l'expérimentation bien-être, donc là, il y avait toute la question de la présentation du programme, comment on discute les uns avec les autres pour essayer de faire en sorte qu'il colle au plus près des objectifs transversaux qu'on s'était fixés. Et puis, s'appuyer sur ce qu'on répète depuis ce matin, c'est-à-dire ces réalités de terrain dont on sait que c'est elles qui, en quelque sorte, conditionnent la réussite ou pas du projet. Donc, on avait fait... on a fait un choix, puisqu'en fait, là, il y a quelques professionnels d'un EHPAD qui nous est cher, avec lequel on avait commencé des collaborations, et on avait vu que c'était important de construire un groupe un peu restreint, mais qui soit un groupe de professionnels particulièrement, alors soit motivés, soit mobilisables sur le projet, et de voir dans quelle mesure c'était capable pour ce groupe-là, et nous à ses côtés, d'essaimer un petit peu autour. Donc là, on est reparti un peu de cette logique d'un premier cercle de professionnels. On a une éminente représentante, Madame Lavaux, n'est-ce pas, qui aura la parole tout à l'heure, mais c'était pour nous important voilà, de partir de quelque chose qui soit maîtrisable, plutôt que de soumettre ce projet et d'essayer de voir si dans la NAS on pouvait avoir un nombre de professionnels plus important. Donc les modalités d'embarquement, et là j'en parle avec ma casquette de chercheur, mais c'est vrai que les recherches que nous menons, nous constatons à chaque fois que les conditions dans lesquelles on recrute, on embarque les professionnels sont absolument déterminantes sur la nature même de permettre la production de résultats. Mais j'oserais que sur ces recherches en particulier, c'est absolument nécessaire, d'abord parce qu'elles s'inscrivent sur du long terme. On est sur des professionnels qui sont dans des établissements, donc qui ont des activités par ailleurs. Si on néglige ce moment, alors négliger, ça peut être embarqué un peu sous contrainte, parce qu'un directeur leur a dit, ça pourrait être prendre les premiers motivés. Donc voilà, ça, ce premier point était pour nous extrêmement important, et le programme bien-être a été très, très éclairant en la matière. Le deuxième point, c'est la question de la prise en main et l'usage de l'outil technologique. En l'espèce, c'était le robot QT, dont Claire nous reparlera très en détail, par les professionnels. Alors là, je ne vous apprends pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui s'est dit depuis ce matin, mais on est typiquement dans une déclinaison de ce que, notamment, j'ai pu dire, moi, lors de la première table, c'est-à-dire finalement,
comment on intègre ce robot QT dans les espaces et les temporalités de l'activité des professionnels, comment il prend place, quelles sont les difficultés finalement qu'on rencontre, sommes-nous en capacité de les lever? Si oui, c'est bien. Sinon, qu'est-ce que ça nécessite de faire? Est-ce que ça pose la question de l'utilité de la techno en question? Est-ce que ça veut dire simplement qu'il y a un travail à mener auprès des professionnels, sachant que là, il y avait donc des professionnels qui exerçaient dans des établissements et d'autres à domicile. Donc on revient sur les éléments classiques qu'on pose depuis ce matin, c'est-à-dire les savoirs professionnels, la question aussi des savoirs relationnels, comment on travaille avec ce public qu'on accompagne, comment on ajuste les coopérations. Donc ça, c'était le deuxième grand point qui nous a aussi éclairé, qui a été éclairé à travers le programme Bien-être. Et puis le troisième, alors ça, pour nous, c'est un point essentiel et je redirai mon plaisir de pouvoir avoir clair à notre table, c'est l'intégration du concepteur de l'outil techno dans l'expérimentation, tout simplement parce que ce n'est pas aussi évident et fréquent que cela de pouvoir finalement faire une sorte de configuration et de pouvoir avancer ensemble. Et là, typiquement, même si on ne va pas se mentir, on se connaissait un petit peu parce que la collaboration, elle était un petit peu plus ancienne. Mais clairement, il y a eu une démarche du côté de Claire et de ses équipes qui a été de voir dans quelle mesure, finalement, il y avait capacité à ajuster, modifier le support. Donc, c'est comment, finalement, on s'inscrit immédiatement dans un processus de conception concertée. Je le redis, hein, c'est pas aussi évident que ça et on a beaucoup de discours aujourd'hui très incantatoires sur il faut embarquer. La réalité de l'embarquement, elle est quand même souvent beaucoup plus complexe et nuancée. Et puis, bien sûr, intégrer la dimension de l'usage. Donc, comment on répond à travers un projet comme celui-ci à des demandes qui sont distinctes parce que la situation des personnes est appelée à évoluer, et puis distinctes parce que nous avons des personnes dont les pathologies sont elles-mêmes différentes les unes des autres. Et comment on fasse un outil, un support peut à la fois permettre de répondre à des situations qui sont singulières sans que pour autant on puisse conserver l'identité de l'outil en question. Voilà, donc ce qu'on vous propose après l'introduction faite par Clarisse, qui était une photo un peu générale du programme Bien-être. Moi, très rapidement, sur les objectifs de recherche, on vous propose de démarrer notre table ronde. Et on n'est pas certain du tout de savoir comment on va la dérouler. On a bien quelques questions qu'on s'est posées, mais on a l'avantage et la chance d'avoir la présence de Wassim Ghana, qui est docteur gériatre, mais qui se représentera. Et l'intérêt, c'est peut-être aussi cette mise en regard entre la façon dont on peut travailler autour de ce programme-là au domicile et puis en établissement, et qu'on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, la façon dont vous travaillez sur ce sujet-là. Voilà. Voilà. Bien, alors, parce que c'est une table qui a été préparée, n'en doutez pas. Bien. Alors c'est moi qui anime, mais l'idée c'est quand même qu'on la co-anime ensemble. Alors, Clarisse, donc on avait une première question. Pardon ? Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. L'idée, donc, c'est un projet, on ne va pas se mentir, Clarisse a été très impliquée dès le départ sur le lancement, même le repérage de ce programme et de ce financement de la région. On aurait aimé que tu reviennes un peu sur la manière dont les choses se sont mises en place et peut-être voir quelles sont finalement les principales difficultés que tu as pu rencontrer, que ce soit vis-à-vis des professionnels, quels sont les points sur lesquels, eu égard à ce qu'on fait dans le Living Lab, tu as envie d'alerter et qui te semblent être des points que le programme Bien-être a révélés. Voilà. Ce n'était pas du tout la question prévue, mais... Bonjour Jean-Philippe.
Non, alors les difficultés, ça a été vraiment... Après, c'était pas des difficultés, mais c'était plus effectivement un challenge, comme je le disais tout à l'heure. Ça a été vraiment de mettre en travail des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça non plus, en mode projet. Donc ça, c'était peut-être la difficulté. Oui, et, disons qu'on a beaucoup fait, défait, refait souvent les contenus. Je pense que Lauriane en est témoin, parce qu'effectivement, de toute façon, ce sont eux les acteurs de terrain. Donc entre les idées que nous avions au lab, de ce que nous voulions faire, quand on les proposait effectivement aux professionnels de terrain, forcément, on a dû réajuster les contenus parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés aux personnes âgées. Et puis on avait 3 publics différents, puisqu'on avait l'EHPAD, la résidence autonomie et le domicile. Donc on s'est aussi rendu compte que le contenu devait aussi être adapté et en fait repensé pour chaque type de profil. Donc c'était vraiment une manœuvre, en fait, beaucoup de souplesse, en fait, mais c'était très intéressant en tout cas comme projet. Capacité à s'adapter, en fait. Voilà. La question, Madame Lavaux, que nous souhaiterions vous poser, si on a bien compris, vous n'étiez pas initialement dans le projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans un projet comme celui-ci, qui était particulièrement complexe ? Effectivement, au départ, je n'étais pas forcément partie prenante du projet. Il y avait eu des offres qui avaient été un peu publiées en interne pour savoir s'il y avait déjà des professionnels des différents établissements qui souhaitaient s'impliquer dans le projet. Donc avec ma collègue psychologue, on avait déjà collaboré ensemble sur d'autres projets. On avait trouvé ça intéressant dans le binôme qu'on formait d'avoir un nouveau challenge. Et par ailleurs, qu'on s'implique ou pas, finalement, les robots et les nouvelles technologies arrivent dans les établissements. Et quand les nouvelles technologies arrivent sans qu'on soit partie prenante, on se retrouve avec les technologies sur les bras sans savoir vraiment comment s'en emparer. Et là, c'était une chance finalement de pouvoir être partie prenante dès le départ du projet et de pouvoir co-construire ensemble avec les différents acteurs. Donc ça, c'est la manière dont j'ai pris la casquette finalement chef du pôle loisirs, culture, lien social. Et j'ai eu une deuxième casquette qui est arrivée en cours de projet. On a travaillé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, du coup, sur l'élaboration des différentes séances dans les différentes séances QT à destination du public. Et ça s'est révélé assez frustrant finalement de créer du contenu et de ne pas savoir comment ça se déroulait par la suite, de ne pas voir finalement les résidents ou bien les personnes âgées utiliser le robot. Et c'est comme ça que finalement on a eu la chance d'avoir aussi le robot QT à la Vasselière et donc de pouvoir avoir 2 casquettes, générer un petit peu, coordonner le pôle lien social et voir tout de suite avoir un retour concret dans l'utilisation pour pouvoir réajuster d'une séance sur l'autre ce qui était nécessaire. La semaine dernière, on a échangé et j'ai été très frappé par une remarque que tu as faite. À un moment donné, quand on a parlé de la question de l'embarquement, tu nous as dit finalement il y a différents publics à embarquer. Il y a cet enjeu d'aller au-delà des quelques collègues que vous êtes, qui êtes particulièrement mobilisés et impliqués. Il y a tous les autres. Et puis il y a aussi les résidents. Et tu nous as dit, en substance, si je déforme, tu corrigeras, mais qu'on ne poursuivait pas 2 lièvres à la fois et que tu avais clairement renoncé à embarquer, au moins dans un premier temps, tes collègues et que tu t'étais concentré sur les résidents. Et si, de nouveau, je ne dis pas de bêtises, c'est finalement eux qui se sont motivés, qui t'ont maintenu en motivation ou à un moment, t'en perdais. C'est ça ? Exactement. Finalement, ce sont les résidents qui m'ont embarqué face à leur enthousiasme devant l'outil. C'est ça qui m'a permis de voir aussi ce qui était intéressant. Moi, dans un premier temps, j'ai surtout vu les freins de l'outil. Le robot qui a une voix forcément robotique, le réseau Wi-Fi qui ne fonctionne pas, et de voir finalement leur appétence sur le petit groupe de résidents. Par ailleurs, il y avait aussi ce petit côté presque entre soi, en tout cas un petit côté privilégié, de partager des séances chaque jeudi matin autour d'un outil que les autres ne connaissent pas encore. Ils ont réussi à m'embarquer du coup et à me fidéliser aussi sur les séances avec le robot, ce qui était assez intéressant. Et comme tu disais, oui, on ne court pas 2 lièvres à la fois. Quand on a un nouvel outil qui arrive dans un établissement et qu'on a un petit peu pour mission de devoir le développer et puis de diffuser ses usages dans les habitudes et dans les pratiques, c'est difficile de pouvoir en même temps présenter l'outil et l'intégrer dans des pratiques professionnelles si on ne sait pas comment les résidents vont le recevoir aussi. On risque de faire un gros flop, clairement. Donc là, l'idée, c'était aussi de voir qu'avec un groupe de résidents qui est très réceptif sur cet outil, ça va peut-être être beaucoup plus facile ensuite de mobiliser du personnel soignant sur l'utilisation de cet outil, sachant que les résidents auront déjà envie de l'utiliser et qui pourront être aussi partie prenante
dans la présentation aux soignants. Ça peut être très valorisant pour un résident d'aller présenter le robot au personnel soignant et de montrer finalement le propre savoir qu'ils ont acquis aussi sur cet outil-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné, je vais le dire maladroitement, mais que ça tourne autour de quelques résidents particulièrement motivés qui s'embarquent, avec lesquels il y a une fidélisation, idem pour les professionnels, et que finalement, ce qu'on dit tous depuis ce matin et depuis qu'on a vu le jour, c'est qu'il y a un enjeu de fidélisation et d'aller au-delà. Est-ce que ça, c'est l'étape à venir, ou est-ce qu'on renonce parce que voilà, les conditions ne sont pas réunies pour que ça aille plus loin que ces quelques résidents et ces quelques professionnels? Alors, pour la fidélisation, je me suis rendu compte qu'au départ, on commençait dans le cadre du programme bien-être avec un nombre restreint de résidents pour pouvoir observer et évaluer au fur et à mesure des séances, mesurer les bénéfices ou les non-bénéfices. Donc 5 résidents au départ, et rapidement, il y a eu 7, 8, 9 résidents parce que le bouche à oreille a très bien fonctionné entre résidents. Donc ce sont eux, entre eux, qui ont communiqué sur ce robot pour finalement ramener leurs connaissances et faire partager le plaisir qu'ils avaient à faire des séances avec le robot QT. Ensuite, effectivement, c'est une autre difficulté. On en parlait tout à l'heure de la place de l'animation et le rôle de l'animateur, de ne pas non plus enfermer ce robot dans juste un outil pour les animateurs et animatrices, mais bien de pouvoir l'ouvrir par ailleurs et de pouvoir montrer les différentes fonctionnalités qui existent pour que tous les professionnels puissent s'en emparer. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez une table magique, vous avez Paro. Oui. Et les collègues ont réagi comment, même s'ils ne se sont pas impliqués plus que ça? Avoir ce robot qui a encore autre chose qu'une table magique et qu'un petit phoque, c'était quoi leur réaction quand il y a eu beaucoup de curiosité au départ sur ce robot, parce que c'est un robot qui peut se déplacer par lui-même. Donc tout de suite, ça attire le regard. En plus, il fait un bruit d'IRM scanner quand il se lève, donc on le repère assez facilement. Donc un peu de curiosité, mais rapidement la porte est refermée et puis on continue ses habitudes. La curiosité, elle est pour l'outil, mais elle n'est pas forcément pour la manière dont les résidents vont interagir avec l'outil, par contre. Avant de proposer à Wassim de réagir ou peut-être de dire un peu comment vous l'envisagez côté CHRU, Claire, oui, c'est toi. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça, ça va faire tac-tac. Encore une fois, ravi. Parce que Bernard et puis Tony pour en témoigner, c'est pas aussi facile que ça d'avoir ces échanges aussi spontanés avec les concepteurs. J'ai voulu tout à l'heure poser la question à Marion, mais je n'ai pas pu puisqu'on a été coupé sur les questions. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme la vôtre s'embarque dans des projets comme ceux-là? Est-ce que, et Marion, ça vaut pour toi aussi, est-ce que finalement, ça veut dire qu'il y a une sensibilité à ces enjeux de co-conception, même si vous êtes bien sûr à la racine du projet? Qu'est-ce qui fait que nous, on continue à dire c'est pas aussi simple que ça reste très vertical, c'est souvent rationalisé au point d'évincer un peu le destinataire final et d'avoir des collaborations comme celles qu'on a avec vous ou avec mes docteurs, qui sont, et ce n'est pas de la flagornerie, très simples et qui donnent lieu à des formes de rectification de la techno. C'est que vous êtes meilleur, en avance ou... Meilleur, je ne saurais pas dire, mais... Si. Déjà, merci beaucoup, parce que c'est aussi une opportunité pour nous d'avoir fait partie de ce projet-là. Et puis j'en profite pour remercier notamment Clarisse de son implication tout au long du projet. En fait, pour nous, c'est... on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations de demandes de recherche, de projets qu'on peut avoir des laboratoires. Mais pour nous, c'est nécessaire et indispensable de faire partie de certains de ces projets pour plusieurs raisons. Déjà, là, ce projet réunissait plusieurs acteurs. C'est rare, en fait, de pouvoir avoir dans le même projet l'implication d'un directeur d'établissement, d'un directeur de SIAD, du personnel animateur, du personnel soignant, des animateurs. Donc, pour nous, c'était vraiment une opportunité d'avoir tous ces gens, parce que même si QT, sa raison d'être, c'est amener du lien social pour une personne en établissement ou à domicile, il doit répondre à l'enjeu de ces différents acteurs, de tous ces acteurs. Donc, pour nous, c'est important. Et puis, j'ajouterais le fait que développer un produit, même si parfois on me dit « mais pourquoi vous ne faites pas de la pédiatrie et autres ?» On a choisi de s'adresser à cette
unique, je dis bien entre guillemets, unique cible, qui est la personne âgée et ou en situation de handicap, mais c'est un public très très large. Et nous, en tant que concepteurs, je ne sais pas, je dirais que la moyenne d'âge des gens dans l'entreprise, je pense qu'elle est en dessous de 30 ans. Il y a et donc, c'est indispensable en fait de comprendre les usages, d'avoir les retours d'utilisation, parce que sinon, on sera forcément faux. Il faut vraiment qu'on prenne en compte ce retour terrain et les besoins et les contraintes qui sont exprimés par ces personnes-là. Alors justement, tout à l'heure, lorsqu'on est retourné dans l'espace de Living Lab, il s'avère que, ça ne va pas vous parler, mais on est tombé sur Cédric Carle, qui est notre collègue auquel je faisais allusion, qui est un spécialiste de l'innovation, et je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu il y a un mois, qui était combien d'innovations pensées et combien d'innovations qui aboutissent. Et il me disait, c'est difficile comme question, par contre, on peut dire que moins de 10% des brevets déposés aboutissent concrètement. Là, tu évoques la variable âge comme peut-être un des éléments d'explication. Est-ce que c'est le public? Qu'est-ce qui fait encore une fois que des entreprises comme les vôtres y vont? Est-ce que c'est aussi, j'ai envie de dire, une forme de pression? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on incite de plus en plus, nos collègues de médecine le disent, il y a toujours un volet social, SHS qui doit être... Est-ce que c'est vraiment dans votre ADN, cette idée qu'il faut l'usage, il faut partir des professionnels du terrain pour penser votre conception? Ou est-ce que c'est aussi parce que désormais, c'est quelque chose qui est incontournable que d'intégrer ça? Je ne sais pas si je ne le vois pas forcément comme quelque chose d'incontournable, et je ne réduirais pas le fait que des sociétés ne se développent pas ou s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas fait ce travail-là. Après, on est dans un milieu spécifique qui est la silver economy. On a une cible, une personne âgée qui est très, très hétérogène. Il n'y a pas une personne âgée, il y a 15 000 personnes âgées différentes. Donc ça, c'est une contrainte en plus. Et après, au niveau de notre ADN, oui, je dirais que presque. En fait, le CARE Clever a été créé en 2016 parce que notre fondateur s'est rendu aux États-Unis dans le cadre d'une Learning Expedition, et il a vu des robots de téléprésence qui étaient à l'époque utilisés dans le cadre du monde de l'entreprise. On pouvait se téléporter pour faire une réunion à distance. Et puis en même temps, à titre personnel, il avait une personne de sa famille, une proche, qu'il ne voyait pas assez souvent, qui était en manque de lien social. Il s'est dit, est-ce que je peux faire quelque chose? Suite à ça, on a gagné des prix Silver Surfer et autres. Ça nous a permis tout de suite en fait, de faire un prototype, mais on n'avait pas développé de robot, on n'avait pas développé d'application, c'était vraiment en mode prototype, un peu brouillon, mais pour tester en fait si la personne âgée apprécie ces activités live à distance, s'il y a quelque chose. Donc en fait, dès le démarrage, on a souhaité valider l'idée avant même de développer un produit ou une application. Et ça, pour moi, ça c'est une clé, que ce soit une start-up de la Silver Economy ou autre. Rapidement, on parle de MVP, le Minimum Viable Product. C'est le principe de dire, à moindre coût, j'essaie de valider mon idée. Voilà. Avant de proposer à Wassim de commenter, aujourd'hui, le programme Bien-être, c'est quoi les grands enseignements que vous en tirez, vous, du point de vue de la conception ou de la façon? On s'était posé la question avec Lauriane. Il y avait un pan important qui était extrêmement chronophage, c'était celui de produire les contenus. Où vous en êtes comme ça par rapport à ce projet, de dire qu'est-ce que aujourd'hui on peut tirer comme enseignement de ce projet, de ce programme Bien-être? Alors il nous a fait bien réfléchir, parce qu'aujourd'hui en termes de contenu, donc vous avez sur Qt des activités live, donc on travaille nous avec des personnes qu'on va recruter, des spécialistes qui vont faire ces activités live. Donc ça on connaissait à peu près les contraintes qu'elles pouvaient rencontrer. Par contre, tout un chacun peut sur notre plateforme mettre une vidéo ou déposer un quiz. Et là, c'est tout un chacun, et on ne savait pas quel était vraiment le retour de l'utilisateur. Donc là, c'est vrai qu'en travaillant avec Clarisse, qui m'a répété les contraintes ou autres, ça a pu nous permettre d'améliorer le produit. Donc ça a été une premier retour. Deuxième, on a commencé à se commercialiser juste avant la crise du Covid. Donc même si Qt était destiné plutôt au public à domicile, et on a été énormément sollicité par les établissements. Donc aujourd'hui, il est essentiellement déployé au niveau des établissements, mais on a quelques personnes à domicile. Mais quelques personnes, ce n'est pas forcément représentatif. Donc ça nous a permis aussi d'avoir ces enseignements-là. J'étais avec Clarisse là, pour installer les robots à domicile et voir l'importance en fait, de l'accompagnement. Et on n'a pas... Parfois, on me sollicite, il n'y a pas forcément d'implication des infirmières, du SIAD autour. Et là, c'était vraiment intéressant d'avoir ce retour-là.
pour nous, en termes de développement, parce qu'on veut aller vers le domicile. Donc avoir ces contraintes-là étaient fortes. Et puis, il y a eu des développements où même si ce n'était pas forcément des développements spécifiques, c'est des façons de travailler. Typiquement, avant le projet Mon programme bien-être, les activités live étaient faites pour tous les QT. Là, aujourd'hui, ça a mis en avant le fait qu'il y avait une demande sur le fait de pouvoir créer une activité live pour un réseau de QT, quelques QT. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a développé, mais on a trouvé des façons de le faire pour y arriver. Et nous, en tant que concepteurs, c'est génial, ça nous fait avancer, c'est top, d'autant plus que la demande vient du terrain. Donc, c'est du pain béni pour nous. Alors, oui, il y a eu des échanges quand même assez riches. Alors moi, je suis le docteur Gana, je suis médecin gériatre au CHU et je m'intéresse aux thématiques de l'innovation en gérontologie. Ce que je peux dire, c'est que déjà la substance du programme sur le plan médical, c'est la nutrition, l'activité physique et le lien social qui sont fondamentales dans la lutte contre la perte d'indépendance fonctionnelle dans ce public-là. Donc on est dans une médecine préventive qui renvoie au fait que le patient, en tout cas, et son environnement, son système familial, doit être partie prenante. Véritablement, s'il n'y a pas d'adhésion, donc ça ne marche pas. Donc peu importe la façon dont on va mener ces actions de prévention, si l'intermédiaire, que ce soit le robot ou d'autres moyens techniques, si c'est un frein, on n'arrivera pas. Et ça, c'est fondamental. Et effectivement, le fait de faire de la co-conception et du co-développement sur des programmes comme celui-ci dès le début pour éviter les écueils et les fausses bonnes idées, c'est fondamental. Et c'est la façon dont on pense qu'il faut travailler, nous aussi, dans nos équipes. Et la deuxième chose, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé à domicile, surtout. Là, je suis assez surpris. Et d'un côté, on peut être assez surpris. Je l'étais. Et finalement, c'était une première pensée que j'ai réfrénée tout de suite parce qu'on a des fausses idées sur les personnes âgées. On a des fausses conceptions, notamment du rapport qu'ils ont au numérique et du rapport qu'ils ont à la technologie. Il y a quand même des freins dans cette population, mais je crois que l'ARCEP disait en 2019 que presque 60% des plus de 70 ans avaient Internet et l'utilisaient. Donc c'est quand même une grosse proportion d'internautes. Alors l'utilisation n'est peut-être pas celle d'une personne de 18 ans, mais toujours est-il qu'ils utilisent Internet. On a aussi une proportion pas loin de 50% dans la même enquête, là, le baromètre du numérique, qui dit qu'il y a près de 40 ou 50% des patients, enfin des personnes de plus de 70 ans qui seraient prêts à accueillir une nouvelle technologie dans leur vie quotidienne. Par contre, ils n'envisagent pas le fait, on est à 90%, quasiment 100%, ils n'envisagent pas le fait qu'ils puissent adopter un objet connecté dans le cadre de la santé. Alors, ils ne sont pas du tout fermés, parce qu'on voit que la première question, elle est plutôt positive, mais ils n'envisagent pas que pour la santé, ça puisse les aider. Donc, il y a quand même un travail, et aller vers ces populations-là, ça permet de casser ce frein-là. Donc, forcément, il y a un accompagnement. Et là, on parle d'une population en 2019 qui a 70 ans, mais le travail, il est long, et les plus jeunes vont être acculturés au numérique et à ces outils-là. Donc, les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Donc, c'est un travail qui est fondamental. Et dernière chose, il y a aussi un petit point sur lequel, c'est pour ça que je voulais discuter du domicile. Jean-Philippe, toi, tu as parlé je l'avais noté, d'une notion de temporalité et de lieu. Il y a bien entendu et des freins techniques avec le Wi-Fi. Alors, on est en établissement et déjà, il y avait des freins techniques avec le Wi-Fi. Imaginez, alors la fracture numérique, c'est quelque chose qui est prégnant encore. Il y a des territoires en France, et pas forcément des territoires très, très reculés, où il y a un accès aux objets connectés qui est compliqué, enfin au réseau qui est compliqué. Et il y a aussi une autre notion, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas que le cas des personnes âgées, il y a cette notion d'électronisme. Et ça, c'est vraiment un pourvoyeur d'inégalités. Et l'électronisme, il existe facilement dans cette population âgée qui n'a pas l'habitude, forcément, et qui n'a pas la culture. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'internautes, on l'a vu. Je crois qu'il y a même 10% des plus de 70 ans qui sont inscrits sur Netflix ou un truc comme ça. Donc il y a quand même beaucoup de consommation d'Internet un petit peu moderne. Mais il y a aussi l'électronisme des professionnels de santé. Donc tous ces objets numériques, ça peut être pourvoyeur d'une inégalité professionnelle. Donc ça, il faut y faire attention. Donc c'est pareil, aller vers le professionnel, la co-conception, la formation, l'adaptation, la transition des métiers, c'est extrêmement important, notamment dans la santé où c'est pas forcément, c'est un peu nouveau.
C'est un métier qui est manuel auprès des gens, et c'est vrai que l'outil technique, c'était des outils qui étaient en dérivation des dossiers informatiques, des choses qui étaient en plus. Là, on est vraiment à l'interface entre... On complexifie le rapport qu'il y a, dans le colloque singulier qu'il y a avec le patient, entre le soignant et le patient. Là, on met un interface un tiers. Et quand on parlait de téléconsultation, on est même allé un peu plus loin, c'est-à-dire que l'interface machine, elle est... Enfin, l'interaction du patient avec la machine, il n'y a plus le tiers présent, il est à distance. Donc on a vraiment une relation qui est redessinée. Là, avec le robot QT, finalement, il y a l'intervenant ou le professionnel de santé est là, encore là, physiquement. Donc là, il y a une espèce de colloque singulier à 3, dont une machine, dans la téléconsultation ou dans d'autres technologies. Là, le colloque à 3, il se fait même à distance. Donc là, les gens parlent à une machine directement. Donc il y a cette interaction-là qui change. Et donc il faut faire attention aussi à ne pas être pourvoyeur d'inégalités. Pour autant, je pense aussi, quand on voit que c'est... Enfin, dans les diverses informations qui ont été données là, durant les précédentes communications, que c'est aussi un levier fort dans l'attractivité des métiers et dans le grand âge. Alors c'est aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un véritable problème et qui est un problème qu'on essaye de résoudre. Mais j'espère que ces initiatives, tant par la recherche, l'innovation, que par la transformation des métiers de façon éthique, vertueuse, voilà, permettent de favoriser l'attractivité des métiers du grand âge. Et la dernière chose que je voulais dire, je ne sais plus, c'était... Ah oui, tu parlais d'embarquer. Effectivement, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est fondamental d'aller vers ces populations-là, au domicile, dans les structures, quelle que soit la nature des structures, pour pouvoir embarquer tous les professionnels, tous les patients, tout le système familial, tout le système environnemental qui gravite autour de cette population qui est très particulière, mais qui est extrêmement hétéroclite, pour pouvoir avoir une innovation qui d'une part, qui fonctionne, avec des objectifs, par exemple, de santé, ou des objectifs de bien-être, ou des objectifs professionnels, et qu'on puisse le faire avec éthique, déontologie et vertu. Voilà. Tu nous offres une excellente transition. On a l'avantage, on a la chance d'avoir Jérôme Fermand qui est dans le public, qui est le directeur du SIAD 45, qui est un terrain qui nous a acceptés. Jérôme, est-ce qu'éventuellement on pourrait te demander très simplement comment ça s'est passé, comment on s'embarque dans un programme comme celui-ci? Est-ce qu'il y a eu un travail amont qui a été nécessaire à faire aussi bien auprès des foyers où le robot a été déployé qu'auprès des professionnels? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, à la fois vos motivations et au-delà des motivations, comment tout ça s'est préparé pour que ça fonctionne, comme disait Wassim, qui a un gage de réussite et d'adhésion? Alors, tout d'abord, on a été contacté par Clarisse, qui a été à l'initiative de ce projet sur le centre Val-de-Loire, en tout cas sur la partie Loiret, et qui a réussi à m'embarquer tout d'abord en tant que directeur de structure, qui est une appétence en fait pour la technologie et aussi pour le maintien des capacités fonctionnelles et cognitives des usagers dont on a la charge. Donc ça a été relativement facile. Voilà. Après, ce qui a été plus compliqué, ça a été peut-être d'embarquer les professionnels. Certains ont de l'appétence pour la techno, d'autres déjà un peu moins. Peut-être aussi en fonction de l'âge des professionnels qu'on a. Certains ont encore un peu de mal à utiliser le smartphone, voilà, qui est démocratisé, et d'autres, des plus jeunes, l'utilisent peut-être mieux que certains d'entre nous. Voilà. Donc il y a eu cette petite difficulté. De l'autre côté, en fait, embarquer des professionnels de type cadre de santé, ça a été aussi assez facile, entre guillemets, voilà, puisque dans l'expérimentation, une cadre de santé a introduit son parent. Voilà. Donc elle a complètement adhéré au projet. Et voilà, derrière, je pense le point de frustration des professionnels va être peut-être sur le manque de formation vis-à-vis de l'outil. Et la deuxième chose, puisqu'on intervient à domicile, c'est la capacité en fait à suivre
le patient en fait au quotidien, à savoir en fait que des professionnels ne sont pas dédiés à un patient. Voilà. Donc voilà, on a plus constaté en fait que l'outil était plutôt destiné à l'aidant. Voilà. Et si l'aidant est un peu défaillant, comme ça a pu être le cas, eh ben, l'outil est abandonné. Voilà. Il aurait fallu pouvoir réactiver les soignants, par exemple, pour le bien-être en fait, de l'usager. Alors, une question par rapport à ça qui fait écho à ce qui a été dit sur les autres tables. À plusieurs reprises, on a mis en évidence le fait que certaines des innovations dont on a parlé aujourd'hui renvoyaient plutôt dans le périmètre de l'animation. Là, l'infirmière en question qui a rentré dans le dispositif, son feu papa désormais, c'est une infirmière. Oui. Est-ce qu'il y a eu justement des interrogations sur ce qui pouvait être considéré comme un peu périphérique aux soins infirmiers au sens premier du terme, ou est-ce que finalement il n'y a pas eu de question particulière ou d'état d'âme, alors même que, voilà, Wassim le rappelait, la nutrition, du bien-être, du loisir, est-ce que ça a suscité des questions en disant, bah non, sur le principe, j'ai pas d'objection, mais c'est pas dans mon périmètre métier, ou est-ce que ça s'est fait relativement facilement? Ça s'est fait plutôt facilement dans le sens où les infirmières ont ce côté relationnel soins, dit soins relationnels d'ailleurs. Voilà, et les aides-soignants qui interviennent à domicile également. Par ailleurs, je dispose d'assistantes en gérontologie, voilà, qui ont aussi cette appétence en fait d'accompagner un petit peu plus fortement les usagers. C'est vraiment en fait ce côté de ne pas pouvoir être en continu comme on peut l'être en fait dans les EHPAD. On ne peut pas suivre au domicile en fait comme on suit dans les établissements l'utilisation du QT. C'est un peu la question que je voulais vous adresser aux uns et aux autres, même sans déflorer les quelques éléments de résultats qu'on présentera. On a quand même senti, nous, alors je dis nous parce qu'avec Mathilde, on a conduit les recueils ensemble, qu'il y avait une vraie spécificité, une vraie distinction à opérer entre la manière de, parce que ce sur quoi tu pourrais aussi réagir, Wassim, dans un établissement qui a déjà son organisation, sa logique, et la manière d'opérer au logement, au domicile. Par exemple, ce que tu dis sur les dents, je ne sais pas si les dents, il est présent ou comment il l'est dans un établissement. Est-ce que l'un ou l'autre, par rapport à ça, vous pourriez nous dire si d'abord spécificité, est-ce qu'il y en a une? Normalement, on a dit oui, donc évitez de nous mettre dans l'embarras en disant qu'il y en a une. Et puis voilà, est-ce que ça nécessite aussi des ajustements à un endroit et à l'autre? Je suis pas sûre d'avoir suivi toute ta question, si tu veux bien Ça, reformuler. c'est les questions de sociologue, elles sont tellement longues. Alors, je vais la faire beaucoup plus courte. Est-ce que sur le programme bien-être, déployé à domicile et déployé en établissement, ça nécessite une organisation, une façon de faire, d'accompagner différente? Là, c'est court. Ouais. Là, ça va. Là. C'est bien comme formulation, merci. Merci Alors, beaucoup. je vais répondre pour la partie établissement, du coup, pas pour la partie domicile. Mais dans l'établissement où je travaille, on a déployé le programme bien-être en tant qu'activité d'animation, donc sur lequel j'ai été associée en tant qu'animatrice et aussi d'autres stagiaires, volontaires en service civique. Mais dans le cadre de ce programme-là, on n'y avait pas associé encore le personnel soignant. Donc finalement, ça a chamboulé mes habitudes, mais ça n'a pas fortement chamboulé les habitudes d'autres services, à part de s'assurer que les résidents qui voulaient participer à ce programme-là soient prêts, en mesure de le faire aux horaires annoncés. Ah, c'est fini. D'accord. Relance. Okay. Jérôme, si tu veux nous dire à domicile. Alors de mon côté, je n'ai que des soignants. Voilà, des soignants aussi avec la contrainte d'aller voir des usagers à domicile. Donc de domicile en domicile avec un temps qui peut être contraint aussi. Pour le coup, en fait, la principale ressource pour l'expérimentation a été l'aidant. Voilà. Et c'est très clairement en fait l'aidant qui a aidé pour le coup l'usager à l'utilisation. Voilà. Ça a été la personne à former, voilà, bien plus en fait que les soignants sur l'utilisation du QT. Et question un peu qu'on s'est déjà posée 25 fois, on est dans du soin par rapport à la remarque de Jérôme qui est de dire, moi je n'ai que des soignants.
Est-ce que ça, c'est un élément de frein, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on dépasse cette idée de dire est-ce que je suis dans le soin, dans la périphérie aux soins? On est tous là pour prendre soin de manière globale, de toute manière. Après, c'est les formes qui vont différer. Enfin, il y aura le prendre soin, apporter un soin médical, prendre soin à la propreté, l'alimentation, mais aussi prendre soin de son estime de soi, de qui on est, des valeurs qu'on veut porter, des objectifs qu'on se donne aussi. Enfin, si je posais la question, c'est parce qu'il y a beaucoup d'infirmières. Ça n'a pas l'air d'avoir suscité particulièrement d'opposition, de contestation. Or, dans les établissements qu'on a pu observer, on a vu que c'était un peu moins spontané, moins facile pour embarquer les infirmières. D'où ma question, qu'est-ce qui fait qu'au domicile, indépendamment du fait que ce sont des soignants, ça a l'air de moins poser problème, là où tu as pu constater que... C'est peut-être encore le sentiment que l'animation doit être cloisonnée du reste. À domicile, les seuls personnels qui sont présents, ce sont les aides-soignantes. Dans leur fiche de poste, dans leur mission, elles ont des temps d'animation, j'imagine, de lien social. Lien social, on va dire. Voilà. Alors qu'en établissement, on considère que puisqu'il y a un animateur, une animatrice, on va lui laisser faire tout le côté lien social-animation. Alors même que le lien social et l'animation fait aussi partie des fiches de poste d'autres professionnels. Mais il y a ce petit côté, puisqu'il y a quelqu'un qui est spécifiquement dédié pour ça, alors je vais complètement le laisser de côté. Alors qu'il n'y a pas eu cette problématique-là, vu qu'il n'y avait pas d'animateur ou d'animatrice. On est dans le soin relationnel, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans l'accompagnement global du patient. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose, mais juste une petite remarque. C'est vrai que le modèle d'EHPAD qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fermé, qui est fermé au reste du monde. Là, on parle de créer... Il y a aussi cette question-là, parce qu'il faut revoir. Il faut qu'on ait des outils pour créer du lien social, mais il faut qu'on ait aussi... Il faut aussi reprendre le problème dans l'autre sens. Et il y a un gros frein au lien social, c'est structurellement l'établissement. Pourquoi, dans un cas où on peut avoir des publics qui sont très proches, au domicile et en EHPAD, c'est possible, voilà. Même si il y a des gens plus autonomes, vraisemblablement au domicile, mais il y a quand même une population qui est assez identique. Pourquoi l'aidant, il sort de l'équation complètement? Pourquoi du jour au lendemain, la femme, le mari, les enfants prennent une place aussi peu importante alors qu'ils avaient une place beaucoup plus importante avant, et qui est leur place nécessaire, leur place embryonnaire, enfin c'est leur place depuis toujours. Le problème de l'aidant là, qui vraisemblablement a un outil supplémentaire, a un épuisement, et ça peut être aussi un frein, mais c'est pas du fait essentiellement de la technologie, c'est peut-être aussi environnemental qui fait que finalement il n'accepte rien de l'extérieur parce qu'il est dans un état d'épuisement. Ça, c'est aussi pas normal. Donc il y a deux problèmes. Il y a ce problème-là à domicile, où il y a un soutien qui est pas bon, et l'aidant est des fois en grande difficulté. Et il y a aussi, de façon l'inverse opposée, où l'aidant sort complètement de l'équation dès lors où il y a une personne âgée qui entre en EHPAD. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est mon point de vue. Il faut retravailler. Alors, c'est quelque chose qu'on retravaille en ce moment. Il y a des choses avec le Ségur. Alors, je fais partie du laboratoire des solutions de demain, qui est piloté par la CNSA et qui est une initiative ministérielle qui veut transformer l'offre d'habitat et guider les investissements stratégiques pour transformer l'offre d'habitat. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Mais véritablement, la question de l'aidant, là, on en parle, c'est quelque chose d'important. Pourquoi l'aidant ne ferait pas partie de l'équation du lien social pour les personnes en EHPAD, et ça serait une ressource supplémentaire? Donc il faut ouvrir les établissements. Ces technologies, elles s'implanteront encore vraisemblablement plus facilement parce qu'on a encore plus de ressources, de personnes ressources pour les utiliser et pour valoriser le lien social, qui est quelque chose de complexe. Donc c'est un outil qui n'est pas unique, mais qui rentre dans un environnement qui est complexe. Et encore une fois, je pense qu'il y aurait une interaction qui serait encore plus forte d'une personne avec son histoire et ses relations de vie habituelles, et les soignants. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir des patients qui sont déracinés comme ça, où on leur ampute d'une histoire qui n'est pas du tout personnifiée, et donc on crée parfois... Alors il y a des relations qui sont des relations intimes, qui seraient des relations patients-soignants, qui sont des véritables relations, mais parfois elles manquent de quelque chose, elles manquent de narration, il manque quelque chose. Et nous tous, quand on crée des relations, on va commencer à connaître les personnes, les gens, on va aussi apprendre à connaître leur environnement, ce qui n'est pas du tout le cas pour les gens n'EHPAD. Donc ça, je pense que c'est un frein aussi important. Et c'est aussi la différence qu'il y a entre le domicile
et les établissements qui devraient normalement pas exister. Juste, on avait dit qu'on ferait sans doute un travail d'adaptation de la table. Vu que le temps passe, on ne va pas présenter les quelques éléments de résultats, mais Bernard, Tony et moi, nous nous engageons à faire ce qui pourrait s'appeler des actes du colloque. Donc vous pourrez les retrouver d'une manière ou d'une autre. Avant de vous passer la parole pour quelques questions, moi j'avais quand même encore une question pour Claire. À un moment donné, tu lui as dit « j'ai accompagné Clarisse au domicile ». Donc j'avais 2 questions très très rapides. D'abord, est-ce que c'est une démarche aussi fréquente pour le concepteur d'aller au domicile ou le lieu de déploiement de la techno? Et deuxièmement, quels enseignements tu en as tiré, si tu veux? Je pose la question parce que nous avons vu qu'un des obstacles parfois au déploiement, c'était pas la technologie en tant que telle, mais par exemple, ça allait être une présence toute bête de tapis, des choses auxquelles on a déjà discuté sur votre chambre, etc., mais des objets, des éléments de décor auxquels on était très attachés, mais logiquement, il faudrait peut-être retirer ou épurer pour permettre à la technologie d'œuvrer dans les meilleures conditions. Voilà, est-ce que c'est fréquent d'y aller? Et 2, qu'est-ce que ça a pu vous apprendre, vous, en tant que concepteur, sur peut-être votre innovation? Alors, sur la première question, est-ce que c'est fréquent? Je pense que tout dépend de la société. Chez nous, oui, ça l'est, parce qu'on apprend énormément de choses. Alors, il se pose la question. Demain, en fonction de Scale-up, peut-être qu'un jour, ce sera un partenaire qui les fera. Mais aujourd'hui, on veut y aller parce qu'on apprend beaucoup. Parce qu'aussi, une personne, surtout seule, pas forcément en établissement, mais seule, elle va parfois peur d'utiliser un moyen technologique. Parce que c'est une génération peut-être à qui on a tapé sur les doigts quand elle touchait à la télé, qui était un objet un peu emblématique, qui représentait une somme, voilà. Donc il y a une peur parfois, et donc ça nous aide à les rassurer, à leur montrer qu'on est derrière. Ils voient nos visages, donc quand ils appellent le support, c'est assez simple d'appeler le support, ils nous voient. Et donc ils reconnaissent la personne, oui, je vous ai vu, etc. Et ça, c'est important de créer ce lien, d'autant plus à domicile. Donc ça, c'est pour la première question. Et puis pour la deuxième, qu'est-ce qu'on en apprend? Alors notamment, ta question partait plus sur le domicile, encore une fois. Oui, tout à fait. Ouais. Sur le domicile, ça nous apprend effectivement à voir, comme tu disais, toutes les contraintes en termes de géométrie, d'espace. Nous, on avait par exemple, et là encore une fois, c'était une idée fausse d'un concepteur qui n'était pas encore allé au domicile. On s'est dit, un logement d'une personne âgée et ou handicapée doit être... donc il ne doit pas y avoir d'escalier, tout doit être nickel puisque la personne a du mal à bouger. Ça doit être libre, ça doit être grand parce qu'il y a de la place pour passer. Et puis on y va, on s'aperçoit que non, c'est encombré, ça change. Et donc quand on cherche à développer ce qu'en robotique on appelle la navigation autonome, c'est-à-dire de pouvoir dire à Qt, va dans la cuisine, viens ici... il va falloir qu'on arrive à surpasser tout ça. Donc là, déjà, c'est de prendre en compte ces considérations. Et ensuite, il y aura certainement à se poser la question, et là, c'est possible qu'on revienne vers des gens comme vous qui expérimentez au quotidien auprès de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Tu citais le cas de l'objet un peu... un attachement, voilà. Qu'est-ce qu'on est en mesure de demander en termes d'adaptation du logement et qu'est-ce qu'on doit prendre pour acquis comme contrainte en termes de développement. Et ça, c'est bien de les avoir dès le démarrage d'un développement. Parce que ça, voilà. Avec une question subsidiaire qui est qui s'exprime entre l'aidant, qui lui va rechercher la sécurisation de son proche, et puis la personne qui est chez elle, mais on ouvrirait le débat. Je vois bien des gros yeux sur moi, là, mais c'est... y a-t-il quelques questions dans la salle? Ou est-ce que vous êtes totalement atomisé par la chaleur et que... Quelques questions? Bernard, Marion, une question? Non? Pas de question? Caroline, pas de question? Pardon, Marine? Ah d'accord, ok, d'accord. Alors soit on a été très clair, soit vraiment on n'a intéressé personne. Mais au moins nous on a passé du bon temps et c'est l'essentiel. En tout cas, si vous avez des questions sur Qt, il est en, je ne sais pas comment on l'a appelé, la salle des exposants ou voilà. Village des partenaires, pardon. Ah ouais, attends, c'est du marketing. Hein. Merci en tout cas de votre attention et à bientôt.